Le constat qu'on peut faire, là, pour le coup plus en tant que citoyen, c'est l'inefficacité du système actuel. Moi, je peux en témoigner. Enfin, j'ai été allocataire du RMI à l'époque. J'ai dans ma famille ou dans mes proches des gens qui sont effectivement bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Et on voit bien que qu'il y a des effets pervers du système qui empêchent ou dissuadent de revenir dans l'emploi par peur de perdre son revenu, par peur des complications liées à toutes les démarches administratives nécessaires pour bénéficier du RSA aujourd'hui. Et donc, pour nous, plutôt que d'aller sur le... Enfin, on ne veut pas aller sur le terrain moral, parce que c'est un thème qui revient souvent, de dire mais est-ce que c'est pas un système qui va dissuader les gens de travailler. Pour nous, il n'est pas question de rentrer sur ce terrain-là, puisqu'on a déjà un système aujourd'hui qui dissuade un certain nombre de nos concitoyens d'aller vers l'emploi. Et donc, on en était où? Oui, donc l'idée c'était justement l'universalité du revenu, sa simplification représente pour nous une mesure de justice et d'efficacité sociale dans la lutte contre la pauvreté et la lutte contre l'exclusion. Donc sur la démonstration qu'on veut vous proposer, en fait, il faut bien mesurer deux types d'impacts. Le premier, c'est les impacts économiques de ce changement de paradigme, on va l'appeler comme ça, hein, plutôt que simplement d'avoir une nouvelle mesure. Et l'impact sociologique, puisque, comme vous le savez peut-être, là aussi, ce qui nous intéresse, c'est de remettre l'homme au service de l'économie. Pardon, l'économie au service de l'homme, vous pouvez l'enregistrer, celle-là je la fais régulièrement, j'adore la faire, c'est un lapsus incroyable, l'économie au service de l'homme. Et donc on remet l'économie au service de l'homme, et il est essentiel pour nous que tous les citoyens soient, en tout cas tous nos citoyens, donc tous nos collaborateurs, toutes nos entreprises, soient dans une dynamique positive. Là je me permets juste une petite parenthèse, on a fait les universités du MEDEF il y a 10 jours, et la première chose qu'on entend, c'est de dire il faut qu'on fasse 3,5% de croissance pour pouvoir arriver au plein emploi. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. De ma vision chef d'entreprise, c'est une aberration totale. On n'arrivera jamais à revenir à 3,5 points de croissance. Il n'y a pas un pays dans le monde qui peut prétendre le faire, ou alors au détriment enfin, au sacrifice de soit ses ressources, soit ses individus. Enfin, ça n'existe plus. Donc on est obligé aujourd'hui de prendre en compte le bien-être de nos entreprises, le bien-être de nos salariés, le bien-être de nos collaborateurs, et donc on va travailler également les impacts sociologiques et psychologiques de telles mesures. Alors, si on parle d'enjeux économiques, d'abord, je voudrais faire un premier distinguo. Je pense que vous le savez très bien, il y a une différence fondamentale entre emploi et travail. D'accord ? L'emploi, c'est la promesse du chef d'entreprise. L'emploi, c'est quelque chose que l'entrepreneur a la capacité de créer. Ou l'auto-entrepreneur d'ailleurs. Chacun peut créer son propre emploi s'il le souhaite. Le travail, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une notion d'agir, d'action. Et on peut travailler sans avoir un véritable emploi. On peut travailler en ayant de multiples emplois. Donc il faut vraiment bien faire cette distinction, parce qu'aujourd'hui, l'emploi est vraiment la clé de voûte de nos actions. D'accord ? Pour pouvoir créer de l'emploi, il faudrait qu'on arrive à avoir une vision prospective de ces notions de l'évolution, en fait, de l'évolution des individualités. Il faut qu'on arrive à avoir une vision prospective de l'économie. Or, aujourd'hui, tout ce qu'on a comme vision à 10 ans de notre monde économique, c'est de la destruction d'emplois. On est sur des notions de robotisation, on est sur des notions d'automatisation. Pour vous donner un exemple, je suis expert comptable de formation, j'ai toujours refusé d'embrasser la profession. On
me disant ça me plaît pas, il y a un truc qui va pas, et je pense que l'histoire m'a donné raison, puisqu'aujourd'hui, avec tout, j'ai refusé d'embrasser la profession d'expert comptable, de reprendre un cabinet. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment une paupérisation de cette profession, parce qu'on automatise de plus en plus les tâches. Plus personne n'envoie ses factures à son expert comptable. Hein. On les scanne, ça reconnaît tous les chiffres tout seul, pof, ça part dans un centre de traitement quelque part dans le monde, vous ne savez pas où, et en gros, vous avez vos bilans qui ressortent. L'expert comptable, il est juste là pour contrôler. Et quand vous discutez avec les professionnels de la comptabilité, ils se donnent eux-mêmes entre 10 et 20 ans de durée de vie. Il va falloir la remplacer, cette profession. Donc, toute la vision qu'on a aujourd'hui, c'est de la destruction d'emplois. Voilà. Cette destruction, elle est aussi quelque part amenée par des contraintes fiscales et ou sociales, on pourra en reparler, qui sont les charges que supportent les entreprises. Parce qu'à un moment donné, il vaut mieux automatiser que d'employer des personnes qui vous coûtent plus cher que l'investissement que vous allez faire derrière. Voilà. Donc on passe notre temps à arbitrer, mais sans une véritable vision de ce que pourra être l'emploi dans 10 ans, ou plutôt sans une vision très claire de ce que pourra être l'emploi, on n'est pas très bon sur comment dire, notre capacité à en créer de nouveaux emplois. Donc là, le revenu de base a un rôle absolument prépondérant. Il peut nous aider à donner une sécurité à long terme à toutes les personnes qui veulent travailler. À un instant T, quand on prend un métier, qu'aujourd'hui, quand on commence à travailler, on sait que ce travail va durer, enfin cet emploi en tout cas, va nous durer 5, 10, 15 ans, et puis on verra bien. Moi, je dois en être à ma deuxième vie professionnelle. Je pense que mes enfants qui commencent à l'heure en auront 3 ou 4 ou 5. Je ne sais pas, je peux pas dire. Mais quoi qu'il en soit, il faut avoir cette capacité de rebond. Voilà. Le revenu de base est économiquement un argument qui permet d'avoir cette capacité de rebond. Donc économiquement, ça fait du sens. Ça fait du sens parce qu'on va créer un terreau sur du long terme où tous les acteurs, tous les individus pourront créer leur travail et ne pas avoir peur de chercher un emploi parce qu'ils pourront créer leur travail eux-mêmes. Je continue, je vais y aller. Oui, juste là-dessus. Il y a un partage. On a bossé en binôme, alors on s'est fait un petit peu aider de M. de Basquiat. Oui, alors cette sécurisation, on parle de sécurisation des parcours professionnels aujourd'hui. Moi, je pense qu'effectivement, le revenu de base peut être un des dispositifs de sécurisation. Son côté systématique, universel et simple en fait un outil très intéressant et beaucoup plus équitable et juste. On parle de lutte contre la pauvreté. On peut être d'accord que 470 € par mois, c'est pas ça qui va permettre à des millions de Français de vivre sans avoir besoin d'activité ou de travail. Encore que si certains arrivent à vivre avec ça et sont très heureux, je pense que personne ne peut y voir d'inconvénient, mais ça ne va pas dissuader les gens de chercher du travail. Faut-il encore qu'ils en trouvent le revenu de base, le revenu universel, est un moyen de permettre à ceux qui vivent dans des situations de précarité, qui vivent, choisis ou non, du travail à temps partiel, ou qui vivent au niveau du SMIC, de maintenir un niveau de vie plus digne. Et c'est vrai qu'en cela, pour nous, chefs d'entreprise, cette sécurité, c'est aussi de la tranquillité, de la sérénité pour nos collaborateurs, qu'ils soient eux-mêmes directement concernés ou que cela concerne leurs enfants, leur famille. C'est vrai que cette tranquillité d'esprit et cette sécurité
pour nos collaborateurs et source de bien-être et donc source de performance pour les entreprises. Qui plus est dans un monde où effectivement, on ne va pas faire le débat sur les insiders et les outsiders du marché du travail, mais effectivement, ça permet peut-être de réguler un petit peu cette inégalité liée effectivement en plus aux modifications du monde du travail. Et on parle des auto-entrepreneurs, on parle du travail à temps partiel. On peut vouloir éradiquer et refaire rentrer tout le monde dans le CDI à temps plein. On peut aussi trouver d'autres solutions comme le revenu universel pour que ces gens-là puissent mieux vivre cette situation de précarité qui va être plus difficile à renverser, on va dire. Donc en tout cas, nous, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose de positif pour nos collaborateurs et donc pour nous. Du coup, je reviens sur le deuxième argument, qui était l'argument psychologique ou sociologique qu'on peut trouver à avoir le revenu universel. Je crois fondamentalement que la pyramide de Maslow existe et qu'on a des besoins. Alors, il y a des trucs plus modernes maintenant. Après la pyramide de Maslow, on a fait comment ça s'appelle, le tourbillon, là, j'ai oublié son nom, mais on revient toujours au même principe qui est de dire il faut qu'on ait un besoin de survie qui soit couvert. Dès lors qu'on donne cette vision du revenu universel, on va être capable de couvrir ce premier besoin et de donner l'envie, le goût à tout à chacun de développer du travail. Alors c'est là que ça se complique un petit peu, c'est comment donne-t-on le goût du travail? Ou en tout cas, quel est le sens qu'on va donner au travail? Parce que comme je vous le disais, l'emploi, finalement, c'est un débat de chef d'entreprise ou de statisticien, si on veut aller à l'INSEE pour savoir le nombre d'emplois créés et le nombre d'emplois détruits. Ça, on le laisse à nos gouvernements, ils adorent ça. En revanche, le travail, c'est un fondamental, enfin, c'est un fondement de notre vie. Il est absolument nécessaire de redonner le goût du travail à tout le monde. Aujourd'hui, on a des problématiques, je vais le dire, d'éducation. On a au niveau de l'enseignement, on a des enfants qui sont parfois abandonnés sur des chemins qui ne sont pas les leurs. On a des problématiques de personnes, comme je vous le disais, qui perdent leur emploi et qui se retrouvent complètement à l'abandon parce qu'elles n'ont pas leur relais. Elles ont un relais qu'on va... Il ne faut pas tirer sur l'ambulance, c'est pas bien, mais quand vous arrivez chez Pôle emploi, on vous dit vous avez 18 mois pour vous reconfigurer, mais on ne vous donne pas forcément les bons rails pour vous reconfigurer. Donc, il faut absolument qu'on puisse travailler ce sens de la pédagogie, dès le plus jeune âge, expliquer le sens du travail, et tout au long de la vie des collaborateurs, travailler sur cette notion, c'est le cas de le dire, mais vraiment étendre cette notion de travail. Et là, l'entreprise est un lieu de pédagogie fort sur cette notion-là. Parce qu'on va pouvoir parler emploi, mais on va pouvoir aussi parler travail. Et là encore, si je remonte d'un cran, ça signifie deux choses. Ça signifie qu'il faut que, le collaborateur ou la personne qui travaille ait envie de venir à son travail, donc il faut des conditions de travail qui soient bonnes. Et deux, il faut que le chef d'entreprise ou le dirigeant, enfin celui qui est aux manettes de la boîte, clairement, ait comme objectif d'amener ses collaborateurs à cet épanouissement. Donc il faut impérativement que si on met en place un revenu de base, on ait en même temps un accompagnement vis-à-vis des chefs d'entreprise. Alors, je n'ose pas dire un accompagnement vis-à-vis de l'éducation nationale, parce que c'est pas le débat ici, mais c'est un débat qu'on mène par ailleurs. Mais il faut absolument qu'on ait un accompagnement au niveau des dirigeants d'entreprise pour qu'ils n'aient pas la tentation de profiter de ce mouvement revenu de base pour se dire chouette, je vais pouvoir baisser mes salaires, puisque il y a toujours du chômage, donc en baissant les salaires, je compense, tout va bien. Donc il faut absolument qu'il y ait une régulation. Là, j'ai pas la réponse.
mais il faut qu'il y ait un mécanisme d'accompagnement. Et il faut absolument que les collaborateurs disposent également d'une capacité de rebond et après on va venir sur les autres outils, mais disposent quelque part d'un passeport travail qui commencerait dès leur sortie, dès la sortie des études, et qui durerait toute la vie professionnelle de la personne, qui l'accompagnerait et qui lui permettrait à un moment donné de rebondir, soit en disposant de formations qui lui sont adaptées, soit en disposant je sais pas, de soutien, d'aide à la création d'emplois, etc., d'aide à la création d'entreprises, etc. Voilà. Donc il y a tout cet aspect sociologique qu'on peut tout à fait encadrer par des mesures, et on n'a pas encore abordé le volet fiscal, vous voyez, on est sympa, on n'y est pas encore. On va y arriver. On va y arriver. Mais il y a des mesures qui ne se limitent pas à des simples niveaux fiscaux. Voilà. Donc, vous l'avez compris, philosophiquement, on est vraiment très attaché à ce revenu universel. Maintenant, il faut peut-être aborder les sujets qui fâchent. Alors, sans vouloir rentrer dans une discussion très technique, parce que nous ne sommes pas de grands macroéconomistes, donc on va avoir du mal à parler de chiffres et très précisément de financement d'une telle mesure. Mais alors l'idée c'est d'accepter que le revenu universel, toute chose égale par ailleurs, n'est sans doute pas une mesure très... je ne sais même pas si c'est réalisable. Et que c'est vraisemblablement une mesure qui doit être incluse dans une refonte fiscale. Alors que ce soit pour des questions techniques ou pour des questions d'efficacité, pour la lutte contre la pauvreté notamment, on veut créer de l'emploi, on est tous prêts à créer de l'emploi. Moi, j'ai du travail à fournir dans mon entreprise, je ne sais pas le rémunérer. Voilà. J'ai des collaborateurs qui sont surchargés de travail, je fais quasiment pas de bénéfices. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment faire pour pouvoir transformer ces gisements de travail en emploi. Et ce sont ces emplois-là ou ce travail dont ont aussi besoin tous ceux qui sont au chômage ou qui sont en situation d'exclusion. Donc là, c'est un sujet plus large que juste le revenu universel, son efficacité sociale, économique, qu'il faut aborder. On aborde la question des montants. Alors, je vais peut-être juste reprendre sur la question des montants. Bon, deux choses. La première, c'est que bien entendu, il y a un truc qu'adorent les entrepreneurs, c'est le millefeuille fiscal. Donc, s'il vous plaît, créez une taxe supplémentaire, s'il vous plaît, créez un mécanisme supplémentaire. On adore remplir des papiers. Voilà, sachez-le. Maintenant, c'est un peu moins des papiers, c'est un peu plus Internet, mais c'est tout aussi intéressant. Donc, la priorité des priorités, c'est de repenser notre système fiscal. On est bien d'accord là-dessus. On n'a pas changé d'un iota, je pense, depuis des années. Si je dis pas de bêtises, à l'époque d'Oikos, donc en 2012, on devait être à 253 taxes diverses et variées, un truc comme ça. Donc, on doit bientôt approcher les 300 maintenant. Il faut qu'on arrive à réduire ce nombre. Voilà. Les 10 mesures qui couvrent les salaires minimums, hein, que ce soit RSA, je les avais notées parce que je suis même incapable de les retenir. ASPA, ADH, je ne sais pas quoi. Là. Bon. AH, voilà. Bon. Il faut absolument les oublier une bonne fois pour toutes, puisque si c'est universel, c'est sans condition. Sans rentrer dans des politiques de migration ou des politiques qui ne nous regardent pas, effectivement, il faut quand même bien avoir en tête que fournir un revenu universel peut aussi demain générer
un flux de migrants, donc il faut aussi faire en sorte de pouvoir accueillir tout le monde et de pouvoir verser ce revenu à ceux qui veulent travailler en France. On ne pourra pas malheureusement sortir la terre entière de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Refondre le paysage fiscal au niveau des aides, ça signifie également prendre en compte certaines étapes de vie. Alors là, on n'est pas spécialiste. Voilà, si vous attendez qu'on vous dise des montants, ben on va vous donner un peu bêtement les montants qu'on nous a soufflé dans le creux de l'oreille, qui est dans notre système, qui est de dire bah, il faut que ça tourne en gros aux alentours du RSA, 450, 470 €, on ne sait pas. Enfin, moi, je suis pas... J'ai pas les stats, hein, je vais pas vous donner de montant exact. Ce qui est sûr, c'est que si on veut que le mécanisme fonctionne, il faut prendre en compte la cellule familiale, donc il faut effectivement prendre en compte les enfants, donc peut-être commencer ce revenu universel avant d'être en âge de travailler, même certainement, hein, avant d'être en âge de travailler. Au niveau, après être en âge de travailler, là on ne va pas donner d'âge parce que chez nous c'est facile 75, chez certains c'est plutôt 55, donc je ne veux pas donner de fourchette. Oui, je suis un peu taquin cet après-midi. Donc, il faut pouvoir l'accompagner effectivement en fonction de l'âge. Il faut prendre en compte certaines notions comme les handicaps. Il n'y a pas de raison qu'une personne qui ne peut pas accéder à l'emploi parce qu'elle a un handicap soit pas quand même bascule dans une paupérisation. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments. Et effectivement, on arrivera sur normalement un équilibre de ce que dépense aujourd'hui l'État entre le RSA, les allocations familiales, les machins, etc., tout mis bout à bout.